Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique consacrée à l'apprentissage de la démarche clinique que tout étudiant en médecine doit acquérir avant de débuter son assistanat. Aujourd'hui, la plainte de départ du patient sera la détresse respiratoire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vois que vous avez des difficultés à respirer. Je vais vous installer le plus confortablement possible. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Je suis essoufflé brutalement ce matin. Ça vous arrive souvent, monsieur? Oh, de temps en temps, mon médecin me dit que mon cœur est fatigué. Mettez l'oxygène, monsieur. Il est intéressant de constater qu'avant même de démarrer toute démarche diagnostique, pronostique ou thérapeutique médicamenteuse, j'ai déjà effectué un traitement, j'ai déjà agi en tant que stagiaire. J'ai installé le patient dans une position confortable, j'ai parlé calmement, j'ai constaté que la saturation était basse et j'ai mis en place de l'oxygène. Je lis que votre médecin traitant vous envoie aux urgences pour une suspicion d'œdème pulmonaire, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez des soucis cardiaques? Oui, je crois bien. J'ai du mal à terminer mes phrases pour vous expliquer. D'accord. Bon, je vais lire votre dossier, mais d'abord je vais vous examiner. Est-ce que vous pouvez regarder vers la gauche, s'il vous plaît? Merci. À ce stade, monsieur, c'est l'état de votre respiration qui m'inquiète. Je vais en aviser mon médecin assistant. Vous êtes inquiète, pourquoi? C'est le rythme de votre respiration qui est trop élevé. Ah. Il y a votre cœur qui bat trop vite, votre sang manque d'oxygène et les muscles de votre respiration sont en tirage. En tirage? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que visiblement vous tirez sur vos muscles pour pouvoir mieux respirer. Ce que je constate avec ce patient, c'est que je n'ai pas la possibilité de faire une anamnèse longue et détaillée. Je dois m'adapter au patient qui est essoufflé, fatigué et qui a besoin de recevoir un traitement rapidement. J'ai donc expliqué mon inquiétude au patient en des termes compréhensibles et j'ai repéré suffisamment de signes cliniques inquiétants que pour en avertir mon superviseur immédiatement. Je viens de recevoir un patient de 80 ans qui est envoyé par son médecin traitant pour une dyspnée brutale depuis ce matin. Oui. Il, dans son dossier médical, mentionne une cardiopathie ischémique pour laquelle il prend un inhibiteur d'enzyme de conversion, un diurétique et de l'aspirine, ainsi qu'une BPCO tabagique pour laquelle il prend des aérosols de Ventolin à la demande. Les paramètres cliniques sont inquiétants. Il présente une tachycardie à 100 par minute, une polypnée à 30 par minute, un tirage inspiratoire et une désaturation à 85%. À l'auscultation pulmonaire, j'entends des ronchis bilatéraux. Je n'ai pas observé d'œdème des membres inférieurs, pas de température et j'ai instauré de l'oxygène immédiatement. Très bien. Combien d'oxygène as-tu administré? Le stagiaire m'a fait une description détaillée de la clinique du patient et de la gravité de la situation. Un mot sur l'administration d'oxygène. Il faut en donner avec l'objectif de retrouver une saturation pulsée de 90 à 92%. Parfois, 1 à 2 litres d'oxygène par minute administré avec des lunettes suffiront. Parfois, il faudra 10 à 15 litres par minute au travers d'un masque. Voyons à présent le diagnostic différentiel et surtout le diagnostic de travail qui sera notre première hypothèse. Quelques principes sont à respecter dans la recherche de l'hypothèse de travail pour cette situation particulière de détresse respiratoire. 1. Il faut aller vite, car un traitement doit pouvoir être administré rapidement. 2. Il faut faire un choix entre une cause pulmonaire et une cause cardiaque, parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes traitements. 3. Quand les plaintes sont criantes de sévérité comme ce patient, il faut rechercher en priorité des maladies fréquentes et évidentes. Alors je vous écoute. Moi je pourrais penser à un infarctus du myocarde qui pourrait expliquer cette dyspnée, d'autant plus que le patient a quand même des antécédents de cardiopathie ischémique. Ouais. Et donc je pense qu'il faudrait peut-être lui faire un ECG. Tu veux un ECG? Voilà le CG, qu'est-ce que tu en penses? Quand je le regarde comme ça, il y a une tachycardie sinusale, il n'y a pas de sus ni sous-décalage du segment ST. Oui, là, pas de bloc de branche gauche complet qui pourrait masquer une ischémie. Donc pour moi, ça m'a l'air rassurant. Rassurant. Une autre hypothèse?
Moi, je voudrais confirmer une infection pulmonaire, vu l'auscultation. Donc, on aurait besoin d'une radiographie, d'une prise de sang. On pourrait trouver un syndrome inflammatoire et peut-être même des signes biologiques d'une infection sévère. Ouais. Bon, la prise de sang, il faudra 1 heure pour avoir les résultats, mais on peut déjà regarder la radiothorax. Est-ce qu'elle te permet de confirmer ou d'exclure ton hypothèse? Oui, non, on voit effectivement pas de foyer systématisé visible. Et c'est une radio faite au lit du patient, donc de qualité limitée, mais je crois qu'on peut au moins exclure un pneumothorax, qui était aussi une hypothèse. Encore une hypothèse exclue, tout à fait. Une autre idée? Moi, je pense plutôt pour l'œdème pulmonaire, au vu de ses antécédents. En plus, c'était l'hypothèse de son médecin traitant. D'autant plus qu'à la radio du thorax, on voit que le cœur est fort dilaté. On aurait besoin du BNP, mais la prise de sang va prendre 1 heure. Ouais. Qui partage ce dernier avis? Ouais, donc j'ai un peu l'impression à vous entendre que l'œdème pulmonaire aigu paraît l'hypothèse de travail la plus probable. Hein. Ok, on est d'accord avec ça? Alors vous voilà prêt à soumettre cette hypothèse à l'épreuve d'un traitement pour ce patient. Alors, quel traitement pour commencer? On pourrait donner un diurétique de Lens, des dérivés nitrés, voire un traitement par ventilation non invasive, mais je débuterai quand même par un diurétique. Un diurétique, ok. Mais excusez-moi, mais quid de l'embolie pulmonaire? En fait, il suffirait de doser les dédimères et on saurait directement, non? Alors, je dirais cette idée-là sera bonne si les autres hypothèses évoquées d'abord sont finalement exclues, hein, l'œdème pulmonaire ou l'infection pulmonaire. Bon, et quant au dédimère, c'est vrai qu'il y a 90% de chances qu'il soit faussement positif chez un patient âgé en détresse respiratoire, ce qui engendrerait à ce stade-ci la réalisation d'un scanner inutile et potentiellement dangereux. Entre-temps, nous avons reçu le résultat du BNP et il est strictement normal. Allons voir comment va le patient. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Vous êtes? Je suis sa fille. Monsieur, vous vous sentez mieux? Pas vraiment, mais je pense quand même que l'oxygène me fait du bien. La fréquence cardiaque a légèrement augmenté à 110 par minute et la tension artérielle a diminué à 130/80. Madame, nous pensions que votre père présentait un œdème pulmonaire pour expliquer son essoufflement brutal, mais les résultats de la prise de sang ainsi que les traitements que nous on a institués ne semblent pas confirmer cette hypothèse. Mais vous savez, docteur, mon père a déjà fait des fausses déglutitions et ça y ressemble beaucoup. Notre hypothèse de travail a été revue à la lumière de nouvelles informations. L'aggravation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, même modérée, nous montre que nous faisions fausse route. Tout comme le patient d'ailleurs. Nous avons donc dès lors appelé le kinésithérapeute pour aspirer les sécrétions bronchiques et nous avons hydraté le patient avec 500 ml de Hartmann. Le diagnostic de fausse déglutition paraît le plus probable. Je m'attends à une évolution favorable en 24 à 48 heures et le patient ne devra pas être admis aux soins intensifs. Et donc bref, le suivi rapproché des paramètres du patient, hein, qui est souvent réalisé précieusement par les infirmières, et la remise en cause du diagnostic, suite aux informations de la fille du patient, ont permis 1. De rectifier le traitement, 2. De clarifier le pronostic à court terme, 3. D'éviter la réalisation d'examens complémentaires potentiellement dangereux à cet âge-là, comme un scanner thoracique, et 4. D'éviter d'administrer trop longtemps des traitements inutiles, comme de la cortisone ou des diurétiques avec leurs effets secondaires.